En fait, quoi que l'on pense du fond, quand on voit comment cette loi importante a été votée, c'est intéressant. Mes chers collègues, allez, c'est un moment important. Le scrutin est ouvert. Le texte de loi est adopté. Le projet de loi bioéthique vient d'être adopté en deuxième lecture par l'Assemblée nationale. Je salue l'engagement des parlementaires, des membres du gouvernement et du Comité consultatif national d'éthique. Ils ont permis l'adoption d'un texte d'équilibre dans un débat apaisé. On le sait, nous sommes au tournant d'un monde en crise où il faut se réinventer. Sachons dans ce moment sortir des sentiers battus, des idéologies, et nous réinventer. Moi le premier. Ce serait ça, ce monde d'après, ce monde où un vote important serait expédié au milieu de l'été. Dans un parlement désert, où les citoyens, épuisés par 3 mois de confinement et la chaleur, lâcheraient l'affaire, tournant la tête et s'enfonçant dans le déni de l'urgence et de l'importance. Ça a un petit air de monde d'avant. Pourtant, vous sentez bien qu'on ne peut pas faire comme avant pour construire authentiquement des futurs souhaitables. Alors je me suis dit, ça pourrait être intéressant de se pencher sur une vraie crise. Une de celles qui crée une nette inflexion entre un monde d'avant et un monde d'après. Et j'ai regardé ce qu'ont fait les leaders de l'époque, qui ont juste sauvé l'humanité de l'apocalypse. En 1961, les États-Unis font une énorme boulette. C'est une débâcle dans les règles pour les Américains et le jeune gouvernement Kennedy arrivé au pouvoir quelques mois plus tôt. Le président approuve l'invasion désastreuse de la baie des Cochons. C'est un projet du monde d'avant, hérité de l'administration Eisenhower, qui avait pour but de renverser Castro. Cette débâcle peut être éclairée par la recherche en psychologie comportementale qui a démontré depuis les années 70 que l'esprit humain est largement sujet à divers biais, préjugés, raccourcis. Vous pouvez aller lire le livre du psychologue israélien Daniel Kahneman, Thinking Fast and Slow, en français Système 1, Système 2. Pour faire simple, Kahneman a démontré que l'être humain n'est pas rationnel comme on le croyait par le passé, mais porte une collection de biais cognitifs qui impactent ses décisions. Le problème, c'est qu'il croit que c'est pour les autres et pas pour lui. En fait, il est sujet à ces biais et la question est comment prendre de meilleures décisions. Car reposer sur sa seule volonté est source de perte. Son travail a été considéré comme tellement révolutionnaire pour la science économique et la compréhension des mécanismes à l'œuvre dans la finance qu'il a reçu le prix Nobel d'économie. Parmi la centaine de biais cognitifs identifiés à ce jour, il y en a quelques-uns qui permettent de mieux comprendre ce qui s'est passé en 1961. D'abord, le biais de conformité. Celui-ci a été démontré dès les années 50 par une célèbre expérience menée par Solomon Asch. Cette expérience met en situation un cobaye au milieu d'un groupe de complices, dans un prétendu test de discrimination visuelle. Évidemment, il n'en est rien. Dans le test, le cobaye a le choix entre donner la bonne réponse, évidente, ou se plier à l'opinion du groupe de complices, manifestement fausse. Non influencé, le cobaye a un taux de réponse supérieur à 99%. Mais sous influence du groupe, les résultats sont surprenants. 3 cobayes sur 4 choisiront au moins une fois de se ranger à la décision du groupe. Alors on pourrait se dire que le cobaye se range du côté de la simplicité, pour une décision sans véritable enjeu. Il n'en est rien. Allons dans le champ de la finance, justement. En 2014, dans le contexte bien différent du conseil d'administration de la prestigieuse firme Coca-Cola, un administrateur indépendant, c'est-à-dire qui ne fait pas partie du management, se lève pour militer contre l'approbation du plan de stock option que soumet le management. Il en parle à la télévision, il fait ses calculs sérieusement. Mais au moment de voter, aussi convaincu qu'il est de ce qu'il considère être une mauvaise décision, il va se plier à l'avis général et il ne va pas voter contre ce plan. Il dira plus tard que voter non à un conseil de Coca-Cola, c'est quasiment anti-américain. C'est comme roter à un dîner en ville. Cet administrateur indépendant, c'est l'investisseur de légende Warren Buffett. Hello, I'm
qui est parfaitement conscient, pour les avoir largement analysés, des biais psychologiques à l'œuvre et du biais de conformité. Pour résumer, le biais de conformité est rationnel pour l'individu. D'une part à cause de la pression sociale, on préfère avoir tort en groupe plutôt qu'avoir raison tout seul. D'autre part parce qu'il est logique de tenir compte de l'avis des autres. Mais il peut être toxique pour le groupe car il le prive de signaux faibles qui lui seraient utiles. Dans le processus de décision de l'opération de la baie des cochons, Robert Kennedy écrira que l'unanimité était presque parfaite. Du moins, si certains membres du gouvernement n'étaient pas d'accord, ils n'en ont rien laissé paraître. Parmi les autres biais qui ont probablement eu un impact important dans cette décision, le biais de supériorité et notre tendance à surestimer nos aptitudes à réaliser une tâche dans l'absolu. L'effet de halo qui est l'impression que vous vous faites sur une personne ou un groupe, cette impression n'étant fondée que sur quelques éléments insuffisants. Les biais d'inertie, il y en a plusieurs, mais pour faire simple, c'est quelque chose du genre « on a toujours fait comme ça ». Arthur Schlesinger, assistant spécial du président Kennedy, conclut ainsi son analyse de l'affaire de la baie des cochons. Durant les mois qui ont suivi cette décision, je me suis amèrement reproché mon silence pendant ces discussions cruciales à la Maison-Blanche. Je ne peux expliquer mon silence que par le fait que tirer le signal d'alarme sur ces élucubrations était tout simplement impossible dans les circonstances de cette discussion. Bref, avec tout ça, Castro s'est accoquiné avec Khrouchtchev et il décide ce qui va créer l'apogée de l'escalade dans la guerre froide, installer des missiles longue portée à charge nucléaire. Et là, absolument tout du plat de spaghettis de 1961 est en place pour que se reproduise la même erreur 18 mois plus tard. Sauf que cette fois, c'est de l'avenir de l'humanité dont il est question. Au matin du 16 octobre 1962, c'est 43 000 soldats soviétiques sur l'île, des têtes de missiles nucléaires à courte portée, mais aussi à longue portée. D'ailleurs, personne à Washington n'avait même envisagé que les soldats soviétiques aient pu être équipés de missiles tactiques. Et surtout, dans l'hypothèse où les liens de communication avec Moscou seraient endommagés, les commandants soviétiques au sol avaient toute autorité pour utiliser ces armes contre une invasion américaine. Côté américain, tous les ingrédients sont en place pour que la pire décision soit prise. Les chefs d'état-major américains, à l'exception toutefois de McNamara, ministre de la Défense, étaient tous en faveur de l'invasion, ce qui aurait déclenché depuis les rivages de Cuba l'Holocauste mondial. Le général Lemay, chef d'état-major de l'armée de l'air, soutenait vivement au président qu'il n'y aurait pas de réaction. Certaines personnalités, considérées par les Kennedy, prenaient explicitement position pour l'invasion. Robert Kennedy écrivait que l'ancien secrétaire d'État, Dean Acheson, commença à participer à nos réunions et il était vivement partisan d'une attaque aérienne. J'étais l'un de ses admirateurs. Et enfin, l'argument tout à fait fondé, sous un certain angle, du principe de précaution qu'était l'invasion. Tout était là. Et pourtant, pendant ces épisodes, une poignée de décideurs, quasiment la même que celle de la baie des cochons un an plus tôt, s'est véritablement réinventée, sous l'impulsion et la protection de leur chef, pour trouver la sauce secrète qui va dénouer ce plat de spaghettis. Robert, dit Bob Kennedy, le frère du président, a relaté cet événement de l'intérieur en posant par écrit ses notes sobres, équilibrées et confirmées par la recherche historique. C'est d'ailleurs ce livre qui a largement servi pour ce film du même nom au début des années 2000. Il explique plusieurs ingrédients de cette sauce. Premier ingrédient, Kennedy avait travaillé sur lui en lisant The Guns of August de Barbara Tuchman. Cet ouvrage, lu au bon moment, lui permit d'avoir bien à l'esprit pendant la crise les erreurs de calcul qu'avaient commis les acteurs européens à la source de l'engrenage de la Première Guerre mondiale. Il constatera que l'Europe s'est laissée entraîner dans la guerre par stupidité, par des caprices individuels, des malentendus et des complexes personnels d'infériorité ou de grandeur. Il sera l'ambassadeur absolu de solutions qui protègent de ces dangers. Deuxième ingrédient, le temps. Robert Kennedy dira « Le fait qu'il nous fut possible de discuter, débattre, argumenter, nous opposer pour discuter à nouveau fut essentiel à notre action. On ne dispose pas toujours d'autant de temps, mais il est surprenant de constater qu'en cas de crise grave, on le trouve.
Encore faut-il savoir l'utiliser. À titre personnel aussi, Khrouchtchev et surtout Gromyko, son ministre des Affaires étrangères de passage pendant la crise, vient de mentir droit dans les yeux au président américain à propos de l'existence des missiles et de l'intention de l'URSS. Alors, à quelques heures d'entrer dans la séance qui va décider de l'invasion ou du blocus contesté dans son camp, le président Kennedy prend le temps de faire quelques longueurs de piscine, conscient de l'enjeu d'être au mieux personnellement pour donner collectivement le meilleur. Troisième ingrédient, mettre en place les règles précises pour entendre les signaux faibles et ne pas se laisser remporter par la voie que trace la psychologie humaine, surtout lorsque celle-ci est drapée de rationalité. Il crée d'abord un comité ad hoc, l'EXCOM, où le président ne participe que ponctuellement pour ne pas influencer les décisions. Bob dira, la position du président des États-Unis commande un tel respect et une telle crainte qu'en sa présence, les hommes ne sont plus eux-mêmes. Ensuite, les groupes étaient séparés et travaillaient en parallèle pour ne pas s'influencer. Un avocat du diable, homme ou équipe, cherchait systématiquement les contre-arguments à la thèse soutenue par chaque groupe. Enfin, chaque voix comptait avec un pied d'égalité pour disposer d'une vision aussi complète que possible. Avec cette gouvernance, Bob Kennedy dira: tous étaient des hommes d'une haute intelligence, actifs, courageux et dévoués à leur pays. Ce n'est pas les diminuer que de dire qu'aucun d'entre eux ne demeura constant dans ses opinions d'un bout à l'autre de l'affaire. Un tel état d'esprit, ouvert et sans préjugés, était essentiel. Avec cette gouvernance et la volonté d'un chef, vous êtes dans un bien vilain pétrin, monsieur le président. Au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, vous y êtes avec moi. éclot l'unité dans la diversité. Le cadre, j'en ai parlé dans cette vidéo, qui favorise le déploiement dans la sécurité du meilleur de chacun. Le cadre d'une authenticité et d'une justesse largement perçue par le peuple américain, par le soutien unanime des pays d'Amérique latine et des alliés de l'OTAN. Le général de Gaulle dira même, dans cette période tendue entre la France et les États-Unis, c'est exactement ce que j'aurais fait. Avec cette gouvernance et la volonté d'un chef, les égos individuels n'ont pas leur place devant les enjeux collectifs. Je trouve la profonde retenue, l'humilité des acteurs édifiante. Le président insistait fréquemment sur l'importance capitale de savoir se mettre à la place de son adversaire, ne pas faire perdre la face à Khrouchtchev, lui-même controversé dans son propre camp, ni humilier l'Union soviétique. Kennedy ne fit aucune déclaration pour s'attribuer ou pour attribuer à son gouvernement le mérite de ce qui s'était passé. Enfin, Robert Kennedy n'a pas publié son livre de son vivant, ni ne s'en est servi pour ses campagnes successives, même s'il déclarait que sa participation à ce moment de l'histoire avait été sa plus grande fierté. Nous sommes en guerre. Et s'il fallait vraiment changer la recette? Car à l'époque aussi, Robert Kennedy écrivait « Notre situation était rendue plus difficile par le fait qu'il n'y avait pas de solution simple ou évidente. Ce qui est sûr, c'est que le président Kennedy a eu le courage de s'adresser ouvertement au peuple américain et au monde avec grandeur pour proclamer le blocus une solution équilibrée et forte. Et amorcer une réflexion positive vers l'arrêt de la guerre froide. Retenez les 3 leçons de cette crise qui lui ont permis d'esquiver les pièges de la baie des cochons. Travailler sur soi pour déclencher et accueillir la meilleure contribution de chacun. Chercher et trouver cette finalité et cette singularité qui vous dépasse. Créer des processus collectifs fiables pour mieux considérer toutes les facettes d'un problème. Écouter la diversité des points de vue exprimés, sans inéquité ni agenda caché. Écoutez les signaux faibles, le bruit de la forêt qui pousse, plus que celui de l'arbre qui tombe. Prendre le temps, personnel et collectif, pour mettre à l'épreuve vos jugements. Prenez le temps de créer les conditions d'une décision juste, vraie et belle. Aujourd'hui, la difficulté, c'est que ça ne se joue pas uniquement en 13 jours, ni uniquement au niveau des élites, mais c'est tous les jours, à tous les niveaux. Et pour cela, il faut apprendre à faire authentiquement fraternité ensemble. Parce que nous sommes une petite tribu de 7 milliards d'intérêts particuliers. On se rapproche inexorablement les uns des autres. On est tous différents, mais l'humanité ne peut répondre qu'en agissant comme un seul homme, en trouvant des chemins qui ne font pas tomber les autres par découragement dans le déni. Si pour vous, pour adresser vos enjeux, pour votre entreprise, pour vos projets et pour vos engagements, vous croyez qu'il y a des façons de se parler comme l'ont montré ces grands hommes. Si vous êtes convaincu que ce ne sont pas les vieilles recettes
qui vont faire éclore les futurs souhaitables. Si vous voulez promouvoir l'authenticité plutôt que capituler devant la facilité, si vous voulez vous réinventer dans ce monde incertain où les élites sont tout aussi perdues que vous et où chaque voix compte, vraiment, pour capter tous les signaux faibles. Ça s'apprend et c'est possible. Plus que de cliver les individualités, vous pouvez apprendre à controverser, à converger, à conduire. Le leadership n'est pas réservé qu'à quelques privilégiés. Prenez votre part de soleil et de responsabilité, aidez votre équipe, votre tribu à faire de même. Et je suis bien d'accord avec lui quand il dit « Notre destin n'est grand que lorsque chacun et chacune tient sa place à nous, chacune et chacun où nous sommes, de prendre notre part. » Faites-le.